Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 31 janvier 2025, cet épisode, le numéro 2466, s'intitule Chaleur humaine, le podcast de Nabil Wakim, deuxième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact, je vous laisse découvrir lesquels sur le site onethinginafrenchday.com. Chaleur humaine, le podcast de Nabil Wakim, deuxième partie. La transition climatique peut-elle rendre nos vies meilleures ? Quelles sont les idées concrètes à mettre en œuvre pour faire face au changement climatique ? Ce sont ces questions, entre autres, que se posent Nabil Wakim et son équipe dans le podcast Chaleur humaine. Un podcast dont je vous recommande chaleureusement l'écoute pour la qualité des interventions, mais aussi parce que si le sujet vous intéresse, votre français va faire un bond en compréhension, en vocabulaire et en syntaxe. La chaleur humaine, c'est la chaleur que produit notre présence, mais pas seulement dans le sens littéral. C'est donc la présence empathique et sympathique. Mais c'est aussi le sens littéral, combien nos activités réchauffent notre planète. Comment Nabil Wakim aborde-t-il ces sujets dans son podcast ? Avec chaleur humaine, bien sûr. Voici la suite de notre entretien, enregistré dans les locaux du journal Le Monde à Paris, dont vous avez pu entendre la première partie mercredi. Cela me ferait très plaisir de savoir ce que vous avez pensé de ces épisodes. N'hésitez pas à m'envoyer un message à frenchday@gmail.com ou bien à utiliser les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Est-ce que parler du défi climatique, ça concerne uniquement les sciences qu'on pourrait appeler dures, comme la physique, l'énergie, le nucléaire, etc. Alors pas du tout. D'ailleurs, moi j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là par un biais qui était plutôt assez politique. Et je dois dire que là où j'en suis de ma compréhension du sujet, d'une certaine manière, les climatologues, en fait, depuis 30 ans, 40 ans, ils ont affiné leur modèle, mais ils disent grosso modo la même chose. C'est-à-dire, en fait, on voit bien que ce qui cause le réchauffement climatique, ce sont nos activités humaines, et en premier lieu, l'utilisation des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Mais la question de savoir comment on en sort, c'est pas d'abord une question technique. Techniquement, il y a plein de choses qu'on sait faire sans pétrole, sans gaz, sans charbon. La question, c'est comment on change notre manière de faire dans la société, comment on change nos activités économiques. Et ça, il n'y a pas de baguette magique. Et là, on a besoin des sciences sociales, des sciences humaines, on a besoin d'historiens, de géographes, de gens qui comprennent aussi comment des sociétés ont pu être transformées. Et donc c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que sur cette question-là, c'est vraiment la rencontre des compétences de gens qui sont ingénieurs, climatologues, chimistes, avec des gens qui sont sociologues, historiens, géographes, etc. Justement, comme vous faites énormément de rencontres par le biais de ce podcast, est-ce qu'il y a un moment de podcast ou un épisode qui vous a marqué en particulier ? Dernier épisode là qu'on vient de diffuser avec François Sarano, qui est plongeur et docteur en océanographie, m'a beaucoup marqué parce qu'il parle de la mer et de l'océan avec beaucoup d'intensité et de tendresse. Et ce qu'il raconte sur la mer Méditerranée qui est en grave danger de devenir une sorte de chaudron acide, donc dans laquelle la vie même est vraiment menacée, c'est à la fois très grave et très triste, mais il le fait avec beaucoup d'espoir et une manière très touchante de le raconter, avec l'idée d'une bataille que lui mène pour sa petite fille, en disant voilà, je veux que ma petite fille puisse voir en plongeant dans la Méditerranée ce que moi j'ai pu voir en tant que plongeur. Et il explique comment c'est possible de le faire. Et c'est spontanément l'épisode auquel je pense, parce que il est à la fois très juste sur le fond, mais en même temps, il fait preuve de beaucoup d'émotion. Et je crois qu'on a besoin de tout ça, c'est-à-dire on a besoin d'être carré et sérieux sur les données et les faits, mais on a aussi besoin de ressentir ces transformations-là pour qu'elles puissent avoir lieu.
Justement, à propos d'émotions, je pense que vos épisodes provoquent des émotions aussi chez les auditrices et les auditeurs qui vous écoutent. Vous cherchez à cultiver le lien avec eux, par exemple en les incitant à être plus curieux. Vous demandez à chaque fois à vos invités de fournir le titre d'un livre, d'un film qu'ils pourraient regarder ou lire pour aller plus loin. Vous les incitez aussi à réagir, à vous écrire. Comment est-ce que vous décririez le profil un peu de vos auditeurs de Chaleur Humaine? Alors la difficulté, c'est qu'on n'a pas vraiment de données sur nos auditrices et nos auditeurs, mais on voit dans les gens qui nous écrivent qu'il y a différentes catégories de population. Souvent, il y a des gens qui s'intéressent à une dimension de la question climatique. Ça va être par exemple les transports, ça va être par exemple l'agriculture, et donc ils vont partir là-dessus. Et puis, du coup, le podcast va leur permettre d'en savoir plus dans d'autres domaines. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a une dimension un peu ouverture d'esprit, c'est chouette. Il y a aussi beaucoup d'enseignants, de gens qui travaillent dans le milieu de la formation, qui utilisent Chaleur Humaine dans leurs cours, que ce soit au lycée, à l'université, dans de la formation professionnelle. Beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur parcours professionnel dans plein de domaines différents, que ce soit des gens qui sont dans le milieu agricole, dans l'agroalimentaire, des gens qui travaillent dans l'énergie. Récemment, j'ai échangé avec une dame qui est contrôleuse aérienne et qui dit bah voilà, moi je veux plus travailler dans le secteur aérien, j'aimerais bien changer, donc je commence à réfléchir à ça. Donc il y a des gens qui l'utilisent aussi comme un accompagnement quasiment là-dedans, beaucoup évidemment d'étudiantes et d'étudiants. Donc il y a un public qui est quand même assez divers. On voit bien que c'est plutôt des gens qui sont déjà sensibles à la question climatique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à ça ne va pas écouter 45 minutes d'un épisode avec un expert sur une dimension du changement climatique. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça construit un peu aussi une communauté, parce que donc il y a le podcast et il y a aussi une newsletter hebdomadaire dans laquelle je réponds aux questions qui sont posées par les auditrices et les auditeurs. C'est un peu une sorte de complément, enfin ça va ensemble. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir aussi qu'il y a des questions récurrentes qui reviennent au sein de cette communauté-là, qu'il y a des sensibilités qui peuvent se faire sur certains sujets. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne aussi l'impression de progresser ensemble, y compris moi-même. Dans le podcast, vous demandez à la fin de l'entretien avec votre invité si elle ou lui a changé des habitudes dans sa vie quotidienne depuis qu'il est expert dans son domaine. Est-ce que vous aussi, vous avez changé des choses dans votre vie quotidienne depuis que, par exemple, vous tenez ce podcast? Oui, plein. Récemment, par exemple, à la suite d'un épisode sur le plastique, en fait, je me suis rendu compte que plein de choses que je pouvais faire avec mes enfants, en fait, je pouvais les faire plus simplement, je sais pas, les goûter, plutôt que d'acheter des boîtes de gâteaux emballées dans des plastiques individuels. En fait, il y avait plein de manières, soit de faire moi-même, soit d'acheter en vrac. Mais aussi, je repense à ce conseil donné par une scientifique de renom qui s'appelle Sandra Lavorel, qui travaille sur la biodiversité, et elle qui dit moi j'ai une règle qui est si quelque chose de nouveau rentre chez moi, il faut que quelque chose sorte, que je donne quelque chose à quelqu'un d'autre pour éviter la surconsommation. Ça, je trouvais que c'était assez malin. Globalement, ça m'a amené à me dire qu'en fait, on pouvait faire beaucoup d'efforts, mais qu'il ne fallait pas penser qu'on allait être des super-héros du climat au niveau individuel. C'est-à-dire qu'il faut aussi être indulgent avec soi-même. Bah oui, il y a des choses que je fais que j'aimerais faire différemment, mais je ne peux pas tout faire. Mais par contre, il y a aussi plein de leviers que je peux avoir dans ma vie et plein de moyens de changer des choses dans ma vie. Et est-ce que vous pourriez conseiller un livre aux auditeurs du podcast One Thing in a French Day qui souhaiteraient en savoir plus sur le changement climatique? Alors l'année dernière, parmi les livres que j'ai lus qui m'ont marqué, il y a un roman d'une autrice américaine qui s'appelle Barbara Kingsolver et qui raconte l'arrivée inattendue de centaines de milliers de papillons, des monarques, qui normalement font une migration entre le Canada et le Mexique. Et là, à cause du réchauffement climatique, ils s'arrêtent dans les Appalaches, dans un village plutôt assez très pauvre, assez conservateur. Et dans ce village, du coup, arrivent des scientifiques qui viennent voir ces papillons, des médias qui viennent filmer ce qui se passe, cette communauté complètement bousculée par cet événement. Et au milieu, il y a une femme qui va vivre une sorte de parcours intellectuel dans cette aventure-là, comprendre aussi les ressorts du changement climatique. Mais je trouve que c'est très bien raconté, c'est un très bon roman d'abord. Ça permet de comprendre avec beaucoup de finesse les enjeux auxquels on est confronté. Vous terminez aussi toujours vos épisodes par une recette de cuisine. Est-ce que vous auriez une recette de cuisine pour nous?
Alors la première recette à laquelle je pense, c'est une recette qui vient de cousine de ma maman. Donc ma maman vient du nord du Liban, d'une ville qui s'appelle Byblos. Et elle a des cousines qui tiennent une boulangerie et elles font une spécialité qui s'appelle Mouar'a, qui est assez simple à faire et qui peut vous donner l'impression que vous savez faire des pâtisseries libanaises très facilement. Alors il faut avoir une pâte feuilletée, ça c'est plus facile quand on est français que quand on est américain. Mais ça marche aussi avec une pâte plus classique. On étale dessus un mélange de noisettes ou d'amandes concassées, donc à peu près 100 grammes d'amandes ou de noisettes, qu'on mélange avec 100 grammes de sucre et 2 cuillères d'eau de fleur d'oranger. On mélange tout ça, on étale ça sur la pâte. On roule une sorte d'escargot, passe dessus du jaune d'œuf, on met ça au four pendant 30 minutes et ça ressort un très beau gâteau qu'on peut couper en tout petits bouts, mettre dans une boîte en fer, ça peut rester plusieurs jours et ça donne l'impression qu'on sait faire des pâtisseries orientales alors qu'en fait c'est très simple. Merci beaucoup. Je vais essayer et je mettrai une photo aux auditeurs du podcast. Merci beaucoup Nabil Wakim. Merci beaucoup. Oui, un très très grand merci encore à Nabil Wakim d'avoir si gentiment accepté de nous parler de son podcast. J'espère que vous l'écouterez et qu'il vous apportera ce sentiment de chaleur humaine, mais aussi d'information, de solutions et de joie. Je remercie aussi Alistair de m'avoir accompagné et secondé pour la partie technique de cet enregistrement. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.